Soit vous gérez votre journée ou c'est votre journée qui vous gère. C'est une phrase de Jim Rohn qui résume parfaitement le quotidien de l'entrepreneur. C'est un combat permanent pour le contrôle. Il est facile de se laisser absorber par le flux des sollicitations quotidiennes et de finir la journée avec le sentiment d'avoir paré au plus pressé sans avoir réellement avancé sur l'essentiel. Soyez donc prêts, on va transformer votre agenda en un véritable outil de conquête et non en une liste de contraintes. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille en ligne pour ce 3e rendez-vous du Créateur. Comme vous le savez, c'est une initiative de l'institution consulaire dédiée à l'accompagnement entrepreneurial. Pour rappel, la thématique du jour, c'est la gestion efficace du temps de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai en ma compagnie une formatrice, une coach qui va nous apprendre un peu plus sur la question. Je suis Liliane Johnson Akerebourou, en charge d'assurer la modération de ce webinaire. Avant, le but de ce webinaire, ce n'est pas de vous donner les recettes, mais de vous aider à reprendre les commandes. Nous allons voir comment passer d'un état de réaction à un état d'action. Comment planifier sans être rigide? Comment choisir ses priorités quand tout semble urgent? Et surtout, comment ajuster son tir quand la réalité rattrape nos plans? Pour ce faire donc, notre coach en productivité et auteur du livre Les 10 commandements de ta productivité, je veux nommer Madame Olivia Quenom. Merci d'être là, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Avec vous, aujourd'hui, nous allons débattre un peu du sujet. Merci d'être là. Merci de m'avoir accueilli. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Dites-nous concrètement, madame, quelle est, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut entendre par gestion du temps? Et surtout, quelles peuvent être les phases pour maîtriser avec succès notre gestion du temps? Alors, quand on parle de gestion du temps, on parle essentiellement d'une compétence. C'est une compétence qu'on apprend, qui s'acquiert. C'est un système qu'on construit. Le but de tout ceci va être d'arriver à tirer le maximum d'impact de nos journées, de nos semaines, de nos mois, du temps qui nous est alloué, d'arriver à atteindre nos objectifs, d'arriver à concrétiser ce que nous ambitionnons profondément, que ce soit dans notre vie personnelle comme dans nos vies professionnelles. Essentiellement, gérer son temps, c'est choisir consciemment ce qu'on en fait. Décider de travailler de façon intentionnelle sur nos priorités, sur ce qui a un impact, sur ce qui est important dans nos vies, sur ce qui nous fait avancer. Donc, en général, la plupart des entrepreneurs cherchent des astuces, des méthodes, des hacks, des conseils pour aller plus vite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas de la magie, on va le dire de cette façon-là. Il faut essentiellement un changement de posture avant tout. Donc, une fois qu'on comprend ça, je pense que tout le reste découle de source. Il faut bien gérer son temps. Il y a un cadre en 3 temps qu'il faut arriver à maîtriser, à contrôler. Premièrement, il faut apprendre à planifier. C'est la base de la gestion du temps. C'est le tout premier levier sur lequel il faut travailler. Planifier, c'est quoi? C'est anticiper les actions les plus importantes à faire. C'est travailler en amont, avant même que la situation se produise, avant même que l'événement arrive. C'est circonscrire l'événement avec tous les détails, les précisions, les ressources qu'il va nécessiter, avoir ce recul et ce calme, cette sérénité-là pour préparer en amont. Le deuxième levier qu'il faut activer, c'est la priorisation. Nous sommes des chefs d'entreprise, on a tendance à penser que tout est important, tout est urgent, nous avons 1001 choses à faire, mais tout n'est pas impactant.
dans notre vie professionnelle, dans notre business, dans nos entreprises. Tout n'est pas impactant. Donc, il faut pouvoir identifier les tâches, les activités qui ont un certain enjeu. Il faut les identifier, il faut les classer par ordre d'importance. Le troisième levier à activer, c'est l'ajustement. Parce que la vie n'est pas linéaire. La vie arrive, les problèmes arrivent, les imprévus font partie de la vie. Il faut pouvoir ajuster ce qui a été planifié en amont. Donc, ce sont les trois leviers sur lesquels, fondamentalement, il faut pouvoir travailler. OK. Donc, les trois leviers, on résume rapidement, c'est planifier, c'est ajuster, c'est prioriser. Oui, dites-nous alors, pourquoi il est crucial pour un entrepreneur de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive? Parce que là, il faut piloter son temps concrètement. Oui. Piloter son temps, c'est être dans la proactivité. D'accord? La réactivité, c'est réagir à un événement, réagir à une activité, réagir à une tâche. C'est attendre que l'événement se produise. C'est attendre de ne plus avoir d'autre choix que de régler la question. C'est subir, en quelque sorte, ces journées. C'est subir son temps. Ne plus avoir la possibilité de choisir quoi en faire parce que le délai est arrivé. On n'a pas d'autre choix. Donc, on est toujours en train de rebondir sur les urgences. On est toujours en train d'éteindre les incendies. Vous savez, un bateau qui n'a pas de gouvernail avance quand même. Il avance au gré du vent, mais il avance. Bien sûr. La proactivité, c'est le gouvernail. Parce que le gouvernail va vous permettre d'avancer, mais vers la destination que vous avez choisie, vers votre ambition, vers vos objectifs, vers votre mission. Le tout n'est pas juste d'avancer, le tout n'est pas juste de faire les choses. Il faut faire les choses dans un but précis. Et la proactivité vous permet d'atteindre effectivement votre destination finale et de ne pas vous retrouver dans le décor. Quand on est dans la réactivité, on a tendance à réagir à tout ce qui survient, à toutes les urgences. On est permanemment en retard. Ce qui fait que, une fois que les délais approchent, on est à 2 jours, on est à 2 heures, on est à 2 semaines, on n'a plus le temps de faire du travail de fond. On a tendance à rendre des travaux complètement bâclés parce qu'on n'a plus le temps. On est toujours en train de courir après le temps parce qu'on est constamment en retard. Parce qu'on attend toujours que la tâche, l'événement survienne. La proactivité, c'est l'inverse, c'est exactement le contraire. Tout est planifié d'avance, tout est cadré, tout est maîtrisé. Même s'il y a des ajustements qu'on peut faire ensuite, ça permet d'avoir du recul, d'être au calme et de mobiliser toutes les ressources qu'il faut pour une activité, pour une tâche, pour une situation, pour un événement, etc. Donc la réactivité en général, ça se ressent lorsque l'entrepreneur est très motivé, très travailleur, très professionnel, mais pas forcément organisé. Et c'est là où le bas blesse. Donc, vous avez compris, il faut éviter de subir, de courir pour éteindre le feu. C'est plutôt réagir en avance, anticiper, c'est prévoir un agenda, c'est maîtriser le cap des priorités, c'est atteindre un objectif donné. Dites-nous, pour les chefs d'entreprise qui sont en ligne, qui nous suivent, quel est le lien direct que l'on peut établir entre la gestion efficace du temps et la productivité globale dans une entreprise? Alors, la performance collective ne survient pas par hasard. Elle se construit, elle s'anticipe. Vous savez, on dit toujours que le poisson pourrit toujours par la tête. Vous êtes la tête de votre entreprise. S'il y a des manquements à votre niveau, ça va rejaillir sur tout le monde, sur toute l'équipe, sur tout l'écosystème de votre entreprise. D'accord? Tout l'écosystème va en pâtir. Ça va rejaillir sur la croissance de votre entreprise, sur la pérennité de votre entreprise, sur votre sérénité personnelle. Donc, la gestion du temps de l'entrepreneur n'est pas une question de confort personnel. C'est une question de performance collective. Parce que tout le monde va suivre l'agenda du maître à bord. Donc, si vous ratez le coche, c'est grave pour tout le monde. Si vous êtes organisé, si votre temps est bien géré, vous prendrez des décisions de qualité. Parce que vous aurez du temps. Vous aurez de l'avance. Un entrepreneur qui pilote son temps va prendre forcément de meilleures décisions. Avec le recul, avec du calme, avec de la stratégie. On l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout dans la réactivité émotionnelle. D'accord? Quand vous gérez bien votre temps, vous êtes dans la proactivité. La deuxième chose que ça va permettre, c'est l'exemplarité. Quand on est un leader,
on ne dit pas allez-y, on dit allons-y. Et on se met même en première position. Donc cette culture d'entreprise, cette exemplarité-là doit venir de vous. Si le patron, le directeur gère mal son emploi du temps, fait les choses toujours à la dernière minute, il n'y a pas de raison que les collaborateurs, les associés et autres fassent autrement, n'est-ce pas? Ça va agir également sur la croissance de l'entreprise, sur votre chiffre d'affaires. Ça va être par exemple des opportunités manquées, parce qu'on a carrément oublié que tel événement devait survenir dans 10 jours, dans 12 jours. On n'a pas planifié d'avance. On a tout simplement oublié de le noter peut-être dans l'agenda et ça a échappé à tout le monde. Si ce n'est pas inscrit quelque part, il y a 2 fois plus de chances que vous l'oubliez. Et c'est peut-être un rendez-vous important. Personne n'a pensé à vous relancer parce que ce n'était écrit nulle part. C'est tout à fait normal. Votre chiffre d'affaires va en pâtir, vos ventes vont en pâtir, votre communication va en pâtir. Donc ça rejaillit vraiment sur toutes les dimensions de l'entreprise. Tout l'écosystème va souffrir de ça. Okay. Donc qui dit le temps de l'entrepreneur qui est bien géré dit automatiquement performance collective. Décision de qualité, exemplarité, culture et croissance durable. Oui, c'est clair. Vous avez parlé de ce qui est important et de ce qui est essentiel, de ce qui est urgent. Et voilà que parfois, tout ce qui est urgent n'est pas forcément impactant, si j'emprunte vos mots. Quelle méthode recommanderiez-vous alors pour aider un entrepreneur à distinguer quotidiennement l'urgent de l'important? Alors, nous avons 1001 choses à faire en tant que chef d'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout n'a pas le même niveau d'importance ou le même niveau d'urgence. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la matrice d'Eisenhower. Elle nous vient de l'ancien président des États-Unis, Eisenhower. En pleine guerre mondiale, c'est ce qui se dit, en pleine Seconde Guerre mondiale, il avait évidemment de grandes décisions à prendre, des décisions impactantes, des décisions qui influencent la vie de milliers, de millions de personnes, littéralement. Et dans tout ce chaos-là, avant chaque décision, avant chaque grande activité, chaque grande réunion, il avait l'habitude de se demander, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est urgent? Il est dit que c'est la seule question qu'il avait l'habitude de se poser. Est-ce que c'est important ou c'est urgent? Parce qu'il y a une nuance. Ce qui est urgent, c'est ce qui a un délai. C'est ce qui a un délai fixe. Et au-delà de ce délai, cette activité, cette tâche, ce travail n'a plus aucun intérêt. D'accord? On va prendre l'exemple de cette formation. Vendredi 8 mai, 10h30. D'accord? Hier et avant-hier, elle était urgente pour moi. Il fallait absolument que je travaille sur cette présentation. Parce qu'il n'est pas question d'être prête le samedi 9 ou le dimanche 10. Ça n'aurait plus absolument aucun intérêt. Aucun. Donc, il y a un délai qui est associé. Il y a une date butoir qu'il faut absolument respecter. Là, ça devient urgent. Mais il y a 10 jours, il y a 15 jours, la formation était juste importante. Parce que j'avais encore du temps. Vous voyez? Dans la matrice, vous allez voir qu'il y a 4 cadrans. Le premier, c'est à faire. C'est ce qui est à la fois urgent et important. D'accord? Avant-hier et hier, cette formation, c'était ma priorité numéro 1. Mais il y a 15 jours, elle était peut-être en 2e ou en 3e position. Parce que les délais ne s'étaient pas encore approchés. D'accord? Ensuite, vous avez ce qu'il faut planifier. C'est juste important, mais ce n'est pas urgent. C'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines quand j'ai commencé à travailler sur la présentation. J'ai planifié sur plusieurs jours. OK? Le 3e cadran, c'est déléguer. Ce sont les tâches, les activités, les travaux qui sont urgents, mais pas nécessairement importants. Pas nécessairement impactants. On l'a dit, ce qui est important, c'est ce qui a un enjeu. C'est ce qui contribue directement ou indirectement à la croissance de l'entreprise, au développement de l'entreprise, au chiffre d'affaires de l'entreprise. Voyez-vous? Donc, cette tâche-là, vous la déléguez à quelqu'un d'autre, quelqu'un peut-être qui a une compétence beaucoup plus élevée que vous dans ce domaine-là. Vous déléguez. Et puis, en 4e position, nous avons ce qui n'est ni important, ni urgent. Alors là, vous les supprimez, tout simplement. En général, dans ce cadre, on va retrouver tout ce qui est distraction, tout ce qui vient nous perturber, tout ce qui vient voler notre temps. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, par-ci, par-là dans la journée. Ce genre d'activité est à supprimer. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est à supprimer complètement pour vous concentrer sur ce qui a un impact, sur l'essentiel. Voilà. OK. Donc, pour résumer, il faut, je vais dire, on va utiliser la matrice que vous nous présentez là.
s'appliquer sur ce qui est urgent et à la fois important. Voilà. Donc, nous avons un délai, mais nous savons que nous devons forcément mettre en œuvre, je suppose, cette activité ou ce travail-là. Ensuite, il faut planifier. Planifier ce qui est important, pas urgent. Oui. Voilà. Et ensuite, déléguer l'urgent, mais pas important. Et ensuite, éliminer tout ce qui est distraction, et tout ce qui peut nous voler un tant soit peu du temps. Oui. Merci, madame. Si je prends une semaine de travail, dites-nous comment on peut structurer cette semaine-là en intégrant des imprévus sans que ceux-ci ne deviennent une source de stress permanent. Parce que le stress, nous en vivons quotidiennement. Mais comment faire pour que notre semaine soit sans stress? Comme je l'ai dit, pour gagner en fluidité, il faut prendre de l'avance. D'accord. On revient sur la planification. L'anticipation. La planification est partout. C'est la base absolue. La planification, l'anticipation est partout. Il faut pouvoir prévoir en amont tout ce qu'il y a à faire. Et tout à l'heure, je parlais de précision. Je parlais des ressources diverses à allouer à telle ou telle tâche. Les précisions, ça va être avec qui? Ça va être où? Quand? Comment? Pourquoi est-ce qu'on fait cette activité? Etc. Donc, il faut pouvoir préciser tous les contours de la tâche ou du travail ou de l'activité avant que l'activité n'ait lieu. Il faut toujours pouvoir prendre de l'avance. C'est comme ça qu'on va structurer intelligemment nos journées, nos semaines, nos mois. Vous pouvez faire un planning journalier, un planning hebdomadaire et même mensuel, quitte à l'ajuster ensuite de façon hebdomadaire. D'accord? La deuxième chose, la deuxième méthode que j'affectionne particulièrement, c'est le time blocking. En fait, il s'agit juste de bloquer des plages horaires pour travailler sur ce qui est important. 2 heures, 3 heures, 4 heures si vous pouvez, si vous avez ce niveau de concentration-là. Donc, vous allez jusqu'à 4 heures. Si vous ne pouvez pas, vous allez décomposer ces heures de travail-là en petits bouts. Vous pouvez faire 30 minutes, prendre une petite pause, refaire 30 minutes et ainsi de suite. D'accord? Oui. Le time blocking vous permet de faire ce qu'on appelle du deep work. C'est du travail profond. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans un état de focus, un état de concentration intense pour travailler à fond sur des tâches cognitivement complexes. D'accord? La troisième chose que vous allez faire pour bien structurer vos journées, ça va être de prévoir des marges dans la journée. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les imprévus, ça arrive. D'accord? Vous pouvez prévoir l'imprévu. Pas sa nature, mais vous pouvez prévoir l'imprévu parce que vous savez que ça peut arriver. D'accord? C'est juste la nature de l'imprévu que vous ne savez pas encore. Donc, les marges quotidiennes, ça va être quoi? Dans votre agenda, vous allez remplir les tâches que vous avez à faire à 70, 80% grand maximum. Et vous laissez 20% de temps vide. Temps vide qui va venir absorber les divers imprévus. Et même vos pauses, parce que la fatigue cognitive existe. Si vous finissez de travailler pendant 4 heures, vous n'êtes pas dans le même état de fatigue qu'avant d'avoir commencé, cognitivement parlant et même parfois physiquement parlant. Donc, vos pauses vont rentrer dans cette marge. Les imprévus vont rentrer dans cette marge. Il peut arriver que dans la journée, vous n'ayez aucun imprévu, d'accord, jusqu'à 16h, 17h, 17h30. La marge est là, ok? Et à 17h30, 17h45, il survient un imprévu qui va vous prendre 1 heure d'un coup. Je ne vous coupe pas, mais l'imprévu peut devenir urgent. Oui, absolument. Absolument. Et en général, même, c'est urgent. Et dans ce cas? Et dans ce cas, vous laissez tout et vous allez gérer. Maintenant, tout est question de contextualisation. D'accord? Il y a urgence. Mon frère m'appelle, mon père m'appelle, quelqu'un est tombé, il faut aller à l'hôpital. Vous lâchez tout. Et il y a urgence. J'ai besoin de te parler de telle situation qui m'est arrivée. Est-ce que ça peut attendre le soir? Oui, 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 fini au travail et passe me voir. C'est une question de contextualisation. Si vous pouvez, vous reportez. Il y a des urgences, des imprévus qu'on ne peut pas reporter parce qu'il y a un enjeu qui est assez important. C'est quelque chose de grave qui vient de survenir. Donc, on ne peut pas reporter. Mais si vous pouvez, vous reportez, tout simplement. Donc, contextualisation, toujours. La quatrième chose que vous allez faire, c'est des bilans. C'est une chose dont la plupart des entrepreneurs n'ont pas l'habitude. On est vendredi, par exemple. Donc, ce soir, vous pouvez déjà faire un bilan de la semaine qui s'est écoulée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qu'on a réussi?
qu'est-ce que l'équipe a bien réussi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a coincé exactement, et comment faire pour ne plus reproduire ce cas de figure la semaine qui suit, la semaine prochaine. Donc, votre bilan, en fait, c'est la première étape de votre planification de la semaine qui va suivre. Vous partez des erreurs, des manquements de la semaine qui s'est écoulée pour anticiper sur la semaine suivante, en les corrigeant, bien évidemment. Si vous savez que vous avez passé 2 fois trop de temps sur une tâche donnée, vous pouvez vous donner la résolution de le faire peut-être en 1 heure au lieu de 2 ou 1 heure au lieu d'1h30. Si vous savez vous-même qu'entre-temps, vous êtes allé sur les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez prendre la résolution pour la semaine prochaine de corriger ça et de véritablement vous concentrer 1 heure, 1h30 pour faire le travail qu'il y a à faire, de travailler sur ça. Si vous ne prenez jamais le temps de faire le bilan, vous avancez un peu à vue. Parce que comment corriger ce que vous ne savez pas qu'il y a à corriger? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, d'où l'importance du bilan hebdomadaire. D'accord. Voilà. Donc, vous le savez, la base de tout, c'est la planification. C'est ça, madame. La planification, c'est le time blocking. Donc, il faut trouver des petits bouts de temps, de décomposer en fait son temps de travail pour pouvoir avancer. C'est intégrer une marge quotidienne pour les imprévus, comme nous l'avons dit. Et après, il faut forcément faire le bilan. Et c'est le bilan qui va nous permettre de prévoir ou d'anticiper sur la semaine qui va suivre, de corriger les erreurs et de pouvoir rebondir correctement. Surtout si on vise un objectif donné. Exactement. Je pense que c'est bien clair. Dites maintenant, selon vous, quels sont les 3 pièges les plus fréquents qui nuisent à l'emploi du temps des entrepreneurs novices? Parce que oui, il y a des entrepreneurs expérimentés, aguerris, mais il y a également nos jeunes entrepreneurs qui viennent de rentrer dans le monde des affaires. Dites-moi, quels sont les 3 pièges possibles les plus fréquents qui nuisent à leur emploi du temps? Vous savez, il y en a plusieurs, d'accord? Je vais vous donner les 3 pièges principaux, ce que je vois le plus dans mes coachings ou dans mes échanges, tout simple, avec certains entrepreneurs. On a une certaine culture. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement au Bénin. C'est vraiment au Bénin que je l'ai remarqué. On a une certaine culture de l'occupation. On aime bien être occupé, débordé, avoir tout un tas de choses à faire. On court dans tous les sens, de réunion en réunion. À la fin de la journée, on n'a rien fait de concret. On a été occupé. On a été occupé, on a même été débordé. Mais objectivement, on n'a rien fait d'impactant. C'est l'illusion de l'occupation. D'accord? Il y a des gens qui vont travailler de 6h à minuit et ils aiment ça. Ils aiment être ultra occupés. D'accord? Je suis débordée, j'ai trop de choses à faire, mais ils ne sont pas productifs pour autant. Être occupé ne signifie pas être productif. Beaucoup d'entrepreneurs vont confondre les deux. D'accord? Être occupé, ce n'est pas être efficace en réalité. Voilà, j'en venais. Donc, au lieu de mesurer le travail à l'impact, à l'objectif, au travail qui a été fourni, on préfère calculer les heures de travail. On préfère être occupé au lieu d'être productif. Ça, c'est le tout premier piège. Faire des choses. Faire des choses, ce n'est pas être efficace. Travailler, ce n'est pas être efficace. Et je vais même plus loin. Certains entrepreneurs le reconnaissent à demi-mot. J'ai travaillé toute la journée, mais objectivement, je n'ai pas vraiment avancé. Et ils le disent eux-mêmes, très souvent. Oui, ça arrive très souvent. C'est dommage. Ça, c'est le tout premier piège à éviter. Le second, c'est le refus de déléguer. Et ça, je le vois très souvent chez les entrepreneurs qui ont commencé tout seuls, qui ont commencé vraiment très petitement. Ils ont commencé tout seuls et au début, ils étaient au four et au moulin. Ils faisaient tout, absolument tout dans la boîte. Sauf qu'entre-temps, l'entreprise a grandi, l'entreprise a évolué, une équipe est maintenant en place. Mais ils ont toujours du mal à lâcher la bride. Parce qu'ils se disent qu'ils sont les seuls à pouvoir bien faire. Est-ce que ce n'est pas un sentiment de contrôle? Ah oui, absolument, absolument. Le pire, c'est que la façon dont ils le faisaient n'est pas forcément la meilleure. D'accord? J'ai eu un cas avec un entrepreneur qui a embauché un graphiste. Au début, il faisait ses visuels tout seul.
Et à un moment donné, il a fallu un travail de fond pour qu'il laisse le graphiste faire son travail. Et je vous assure que quand, à un moment donné, je lui ai demandé de comparer les travaux du graphiste et ce qu'il avait l'habitude de faire, en fait, on s'est tous collectivement rendu compte que, mais il vaut mieux laisser celui dont c'est la compétence faire son travail. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude de le faire que vous le faites de la meilleure façon. Même avec toute votre bonne intention, votre bonne volonté, ce n'est pas votre cœur de métier. Donc, laissez l'opérationnel à ceux dont c'est le travail. Vous devez vous concentrer sur la vision, sur la croissance, sur la stratégie, sur l'objectif global. C'est ça votre travail. Ce n'est plus l'opérationnel à un moment donné. Donc, il faut savoir lâcher. D'accord? C'est très important. Et on a parlé de priorisation, c'est le troisième piège. Ne pas avoir de priorité claire. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choses à faire. On a une liste de tâches, de travail, d'événements, de choses à faire. Mais on les met tous au même niveau d'importance. C'est-à-dire qu'on travaille sans exclure quoi que ce soit. On veut absolument tout faire. Alors que tout n'a pas le même niveau d'importance. Même si vous en avez l'impression. Il y a toujours un léger décalage dans l'urgence, dans l'importance, dans l'impact global que ça aura. D'accord? On va se retrouver à traiter des mails toute la journée, alors que le plus important n'est pas là. Alors qu'il y a de la prospection à faire. Il y a de la stratégie, il y a de la réflexion de fond qu'il faut faire. Donc, quand vous prenez votre semaine, vous descendez votre semaine, votre planning hebdomadaire, regardez concrètement sur quoi vous avez travaillé qui impacte de façon directe l'évolution de votre entreprise. Ça, ce sont vos priorités. Si vous n'en avez pas, c'est grave. Il faut commencer à les identifier. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 priorités par jour. Vous pouvez en avoir 1, 2 ou 3 par jour, par semaine, par mois. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas les 1001 choses qu'on a à faire. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien d'autre à faire dans la journée. C'est juste que ces 3 choses-là sont fondamentales à faire. Tout simplement, c'est ça, une priorité. Merci. Je pense que, bien évidemment, il y a peut-être d'autres pièges, mais les plus importants, nous le rappelons, c'est l'illusion de l'occupation. Nous devons éviter d'être tout le temps occupés, mais ça va réellement concrétiser la journée, je vais dire. Ensuite, le refus de déléguer. Il faut laisser les tâches qui ne sont pas forcément le cœur de nos métiers et laisser ceux qui sont expérimentés le faire. Et là, on a le temps de réfléchir plus en profondeur sur ce qui va impacter l'évolution directement de l'entreprise. Et ensuite, apprendre à prioriser. Parce que c'est l'absence de la priorisation qui constitue le piège, je vais dire. Quel est le signal d'alarme alors ultime qui indique qu'un entrepreneur doit impérativement repenser toute son organisation? Parce que la gestion efficace du temps, c'est également ça. Ça impacte négativement, je vais dire plutôt la non-gestion. La mauvaise gestion. La mauvaise gestion du temps peut impacter négativement l'organisation. Donc, dites-moi, quel peut être l'ultime signal d'alarme qui indique qu'un entrepreneur doit impérativement repenser son organisation? Lorsque vous vous rendez compte que vous travaillez dans votre entreprise et pas sur votre entreprise, il y a une petite nuance à ce niveau-là. Quand vous travaillez dans votre entreprise, vous faites essentiellement de l'opérationnel. D'accord? Vous allez répondre à des mails, vous allez répondre aux clients, livrer des projets, etc. Vous êtes essentiellement dans l'opérationnel. Travailler sur votre entreprise, c'est travailler sur la vision à long terme, sur la stratégie, sur l'objectif global, sur la mission, sur votre destination finale, comme j'en parlais tout à l'heure. D'accord? Donc, quand vous vous rendez compte que, déjà, vous ne savez pas exactement ce qui est prioritaire, j'en parlais tout à l'heure, vous n'avez pas de priorité clairement identifiée. Pour vous, tout est important. Vous mettez tout au même niveau d'importance. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire là. Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation qui commence à se poser. D'accord? Vous finissez chaque semaine épuisé parce que effectivement vous avez travaillé. Sauf que vous n'avez pas avancé vers votre objectif. Mais vous avez travaillé. Vous vous êtes levé tôt, vous êtes rentré tard, vous avez travaillé, mais pas vers votre destination finale. Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation quelque part. D'accord? Et votre agenda est entièrement dicté par
les urgences. Vous êtes tout le temps en train de courir derrière le temps. Vous êtes toujours en train de rattraper le retard parce que vous êtes constamment en retard. D'accord? Il y a un problème d'organisation qui est clair. Okay? Et vous vous retrouvez parfois, comme je l'ai dit, soit à oublier des choses importantes, des rendez-vous, par exemple, ou des événements, des travaux à faire. Okay? Soit vous vous sentez vous-même tellement irremplaçable que vous refusez de déléguer. À la fin, ça vous épuise, mais inutilement, parce que ça n'a aucun intérêt. D'accord? Ça n'a aucun intérêt de fonctionner comme ça. Vous allez vous épuiser, à juste titre d'ailleurs, mais il n'y a pas d'enjeu associé à ça. Ce n'est pas comme si vous travaillez sérieusement sur ce qui contribue à la pérennité ou à la croissance durable de votre entreprise. Et à partir du moment où vous vous retrouvez dans ces situations-là, ça veut dire qu'il y a un gros problème d'organisation qui est en train de se poser et qu'il faut la revoir entièrement. Donc, si, par exemple, l'entrepreneur se retrouve en face de l'un de ces signaux, est-ce qu'il y a un tableau de bord, une feuille de route, quel outil minimaliste, je vais dire, qu'il peut mettre en place, par exemple, pour suivre, par exemple, justement, parce qu'on a parlé de repenser l'organisation. Donc, pour repenser l'organisation, il faut mettre en place un petit outil qui permet de dire, OK, on va faire ci, on va faire ça. Oui, c'est la planification. Ce n'est pas forcément un outil. Ça va être une méthode de travail. D'accord. Il faudra déjà lister tout ce qu'on a à faire. D'accord. Dans la semaine qui va commencer, par exemple, on est vendredi, à partir de lundi, qu'est-ce qu'on a à faire pour cette semaine? Et écrire. Il faut écrire. Tout ce qu'on a à faire, toutes les échéances, par exemple, les délais qui vont arriver à terme cette semaine, il faut les écrire. Ce à quoi c'est associé, il faut l'écrire. Quelle disposition est-ce qu'on prend? Donc, toujours pour ne pas être en retard. Toujours pour anticiper. On a une échéance, par exemple, le mardi. Ça veut dire que le lundi, on doit prendre toutes les dispositions pour fluidifier cette activité-là, ou cet événement-là. Ouais. Donc, toujours anticiper. Vous faites la liste et vous classez les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est à déléguer? Comme on l'a dit. Et qu'est-ce qui est urgent? On est déjà en retard. D'accord? On veut faire le planning de la semaine qui suit, mais le délai, la date butoir, c'est le lundi matin. Aucune disposition n'a été prise. Ça veut dire qu'on est déjà en retard. Vous faites passer ça en première priorité. Il faut finir de régler cette urgence-là, nécessairement. Sinon, vous allez rater la date. D'accord? Et à partir de là, pour tout le reste, pour toute la semaine, vous avez du recul. Vous avez plus de calme, vous avez plus de sérénité. Donc, c'est ça. C'est la méthodologie de travail qu'il faut revoir entièrement. Donc, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, il faut revoir la méthodologie de travail lorsque nous sommes en face de ces signaux qu'on vient de vous lister là. Pour un entrepreneur qui est submergé par l'opérationnel, quel est le processus idéal pour entamer une délégation efficace? Parce que tout le monde ne sait pas déléguer. Oui, effectivement, effectivement. Tout le monde ne sait pas et tout le monde ne veut pas, notamment. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des entrepreneurs qui faisaient tout au début et qui ont beaucoup de mal. Okay? Je vais vous résumer la délégation en 5 étapes clés. Okay? Premièrement, vous listez tout ce qui peut être délégué. Tout ce qui ne nécessite pas obligatoirement votre cœur de métier, votre domaine de compétence. Tout ce qui peut être délégué à quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'équipe ou même des prestataires extérieurs. C'est les deux options. Vous listez tout. Ensuite, vous commencez à prioriser les différentes choses à déléguer. Parce que vous ne pouvez pas tout déléguer d'un coup. Vous ne pouvez pas passer de 0 à 100 en une seule fois. D'accord? On y va pas à pas, petit à petit. Vous listez 2, 3, 4 tâches à déléguer pour le début. Okay? Les tâches récurrentes, ce qui revient souvent, les tâches répétitives, ce genre de choses-là. Vous les listez. Ensuite, vous documentez le processus. Donc, vous écrivez la façon dont vous le faisiez. Comment vous voulez que ce soit fait? Quelles étapes est-ce que la personne à qui vous allez déléguer doit suivre pour aboutir au résultat que vous souhaitez? Il faut documenter le processus et il va suivre tout ce que vous avez noté étape par étape pour être sûr qu'il ne finisse pas dans le décor. Ensuite, vous formez la personne.
et vous l'accompagnez sur plusieurs jours en fonction de ce qu'il y a à déléguer sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Vous formez, vous accompagnez, vous évaluez, vous le corrigez au fur et à mesure parce qu'il n'est pas dit qu'il va réussir du premier coup. Donc, à ce niveau-là, il vous faudra de la patience, il vous faudra de la pédagogie jusqu'à ce que la personne soit prête et ensuite, vous libérez la personne. Et vous ne vous en occupez plus quasiment. Parce que c'est ça le but d'une délégation efficace. C'est trouver la bonne personne, la former jusqu'à obtenir le résultat que vous vouliez obtenir et pouvoir lâcher la bride pour vous concentrer, vous, sur ce qui est votre cœur de métier, votre travail, votre rôle, votre responsabilité en tant que chef d'entreprise. Ce sont les étapes principales d'une bonne délégation. Je rappelle ça rapidement. Donc, il faut lister les priorités. Et ensuite, il faut prioriser les tâches qu'on veut déléguer. Documenter le process, je l'ai dit. Et ensuite, former les personnes déléguées ou la personne déléguée à faire la chose. Et ensuite, évaluer le voir qu'est-ce qui a été fait, est-ce que la personne... Et pouvoir libérer la personne. Et du coup, on gagne plus de temps, je vais dire. Exactement. Merci beaucoup. C'est ça. Et pour, donc, je vais dire, pas conclure, mais un message essentiel à retenir pour transformer son plan en un véritable actif stratégique. Alors, le temps est notre ami, mais le temps peut aussi être notre ennemi. D'accord? Vous savez, on n'a que 24 heures. Yes. Ce n'est pas extensible. Dieu a bien fait les choses, c'est parfaitement équitable. Les plus riches ont 24 heures, les plus pauvres ont 24 heures. C'est 24 heures pour tout le monde. On ne peut pas en racheter, par exemple. D'accord? Même si vous avez 10 millions de choses à faire, vous ne pouvez pas racheter du temps. Vous êtes obligé de vous contenter de ce que Dieu a mis à notre disposition. Donc, en ce sens-là, faites du temps l'ami de vos objectifs, l'ami de vos ambitions, l'ami de votre mission, l'ami de la croissance de votre entreprise. D'accord? Pour le gérer correctement, commencez déjà par savoir quelle est votre destination finale. Où est-ce que vous allez? Vous avez nécessairement besoin d'un minimum de clarté. Avoir une vision très claire des objectifs que vous voulez concrétiser, que vous voulez atteindre, pour pouvoir prendre des décisions d'allocation du temps et refuser tout ce qui va vous distraire. D'accord? Pouvoir identifier facilement ce qui est à déléguer, comme on l'a dit tout à l'heure, et ce qui est à supprimer carrément, par exemple. Pour ça, vous devez savoir très concrètement là où vous souhaitez aller. Donc, clarté. Vous devez avoir de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est ce qui va vous apporter de la sérénité, d'accord, dans la conduite de votre entreprise, dans la gestion de votre boîte. C'est choisir pour ne pas avoir à subir, pour ne pas être obligé de subir les événements. C'est les choisir consciemment, les choisir d'avance, pouvoir prendre des dispositions qui vont dans le sens de ce que vous avez clarifié. Les deux se suivent, la clarté et l'intentionnalité. Les deux sont complémentaires. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et ensuite, tout à l'heure, comme vous avez posé la question, il faut un système. Ne pas improviser. Trouver la bonne méthode de travail. Et ensuite, certains outils vont pouvoir vous aider dans ce sens-là. Vous avez les rituels, par exemple, ou la délégation, comme on l'a dit. Mais il faut savoir vraiment que la planification n'est pas une contrainte. Ne la voyez pas comme une perte de temps. C'est un levier pour mieux gérer votre temps, pour vous libérer du temps et vous permettre de tenir vraiment le gouvernail en main et d'arriver à la destination. Parce que c'est le plus important. La croissance de votre boîte. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour vous permettre d'y arriver. D'arriver là où vous avez consciemment décidé d'aller. Voilà. Donc, je vais commencer par presque la fin de votre phrase. Donc, il faut planifier. Parce que la planification est le levier pour maîtriser le temps. Donc, il faut, pour transformer son temps, de la clarté. Avoir une vision claire des objectifs qu'on s'est fixés, de là où on est en train d'aller. Et qui va de soi avec l'intentionnalité. Les deux sont de pair, vont de pair. Et ensuite mettre en place un système qui permet juste de ne pas improviser en l'air, mais surtout de choisir consciemment de ne pas subir ou choisir quoi subir et quoi ne pas subir. Exactement. N'est-ce pas? Je crois que nous arrivons au terme de notre échange, questions-réponses. À présent, nous allons laisser la parole aux chefs d'entreprise en ligne qui nous suivent pour poser leurs préoccupations. Vous prenez la parole, vous activez votre micro, vous présentez et vous posez vos questions.
Nous avons déjà une main levée. Monsieur, je n'ai pas bien. Monsieur, vous pouvez prendre la parole, présentez-vous et posez votre question à notre coach. Let's Shop. Let's Shop, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ensuite, je vois Monsieur Soro. Zibo. Excusez-moi de mal prononcer. Monsieur Zibo, merci d'être avec nous. Ouvrez votre micro et présentez-vous et posez votre question. Merci. Ok, bonjour chers dames, j'espère que vous allez bien. Très bien. Vous me recevez? Okay. Oui, nous vous recevons très bien, monsieur. Ici, c'est monsieur Mas Aurel Zibo. Je suis analyste financier et le gérant de la société Zibo Finance. C'est quand même un plaisir pour moi de suivre cette communication qui est très, très inspirante et tout. Déjà, moi, j'ai quelques points à soulever. Déjà, côté planification, depuis plus de 3 ans que j'ai démarré officiellement et tout. Dans l'entrepreneuriat, j'ai l'habitude de faire mes planifications hebdomadaires. Ça me permet déjà de structurer, de savoir ce que je pourrais faire par semaine. Ça me fait gagner du temps. Et c'est le moyen le plus facile pour moi de coordonner vraiment mon temps et mes activités. Maintenant, en termes de gestion d'équipe, ce n'est pas facile déjà parce que déléguer une tâche, nous sommes dans la finance. Et vous voyez donc, déléguer des tâches au début, c'est vraiment pas facile parce que vous voyez qui peut être en capacité de pouvoir faire ce que vous faites minimum 60-50%. Et c'est ce qui entraîne les jeunes entrepreneurs vraiment de ne pas vite déléguer les tâches parce que ceux à qui ils délèguent les tâches n'ont pas peut-être les mêmes gabarits qu'eux ou bien n'ont pas pratiquement les mêmes compréhensions même du sujet ou bien de ce que nous sommes en train de faire. Et donc, c'est déjà un des défis premiers pour moi parce que au départ, j'ai eu à travailler avec une équipe où ce sont des amis avec qui on a fait les classes, mais avec le temps qui sont partis à s'occuper de leurs activités différentes. Mais après, l'entreprise a jugé bon de recruter des personnes pour pouvoir faire le travail correctement. Mais pour dire vrai, c'était pas vraiment c'est pas vraiment, en fait, ce qu'on espérait. Parce que non, les personnels qui ont été recrutés n'ont pas la maîtrise correcte du sujet. Deuxièmement, n'arrivent pas à vite s'adapter. Or, nous avons des planifications, nous avons des programmes qui doivent être exécutés dans le temps. Dans ce sens-là, comment il faut faire? Parce que c'est l'un des défis qu'il faut vraiment, parce qu'il y a l'adaptabilité. Mieux est de recruter des personnels qui, s'il n'y a pas d'adaptabilité, ça serait difficile de maintenir ces personnels-là pour qu'ils puissent vraiment travailler avec. Or, nous avons besoin d'eux, parce qu'à un niveau donné, on voit qu'on a besoin de personnel, mais voilà, il y a ce problème-là qui se pose. Et deuxièmement, la répartition des tâches. Vous savez, dans une entreprise déjà, répartir les tâches n'est pas aussi façon mathématique, parce que une personne peut se retrouver à faire plusieurs choses à la fois, peut-être, c'est-à-dire il s'occupe de la comptabilité, peut-être, mais de la trésorerie, ou bien aussi également de l'analyse. Vous êtes là, monsieur Zibo? Peut se voir. Oui, je suis là. Vous me recevez? Vous me recevez? Oui, parlez. Maintenant, c'est bon, oui. Ah, je ne sais pas si je suis sur ma deuxième question, hein. Ça peut aller? Oui, nous vous recevons. Vous pouvez Ok, donc, continuer. ok, donc, ok, donc je disais que euh,
En termes de répartition des tâches, lorsque nous avons une équipe donnée, il peut arriver que le personnel qui a été recruté pour une tâche spécifique, il peut y avoir donc des débordements de tâches. Je dis débordement, c'est qu'il peut y avoir des complémentarités de tâches associées à ce poste également. Et généralement, on voit que le personnel qui est recruté pour ça ne veut pas vraiment le faire et ça freine l'élan de l'entreprise, de la croissance de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en tant que jeune entreprise, ces paramètres-là sont vraiment importants parce que une entreprise qui a la gabarit de recruter peut-être 2 personnes pour plusieurs tâches pour le début, avant de pouvoir se stabiliser et recruter d'autres personnes, c'est très important de pouvoir savoir comment gérer voilà, ces paramètres-là. Donc, j'aimerais quand même avoir plus de voilà, de vos conseils, de vos suggestions pour voilà, intégrer dans nos plans d'action. Aussi, il y a Merci, une monsieur. question de confiance. Pour finir, Allez-y, une question de allez-y. confiance. Déjà, est-ce que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ils ont du mal, c'est pas forcément qu'ils ont du mal à déléguer, mais il y a une question de confiance qui se pose. Est-ce que si je mets cette personne à tel poste, est-ce que vraiment elle sera en mesure de pouvoir non seulement atteindre l'objectif, mais ne pas détourner l'intention de l'entreprise, mais détourner les clientèles, les partenaires ou bien l'objectif vraiment de l'entreprise, dès lors qu'on sera en mesure de lui confier certaines tâches. Donc, il y a certaines réticences de pouvoir confier des tâches stratégiques données à un personnel. Donc, j'aimerais vraiment aussi que vous puissiez voilà, se prononcer un peu sur cette thématique. Merci bien. Merci à vous. Est-ce que je réponds au fur et à mesure? Alors, je pense que les deux ou trois questions se rejoignent. Les questions posent le même problème. Trouver la bonne personne pour déléguer telle ou telle tâche. D'accord? Tout à l'heure, dans la formation, j'ai dit, il n'est pas dit que la personne à qui vous allez déléguer la tâche sera la bonne. Il n'y a pas de garantie. D'accord? C'est pour ça, par exemple, il y a des stages, il y a des périodes d'essai, il y a des CDD pour observer, pour jauger, pour évaluer, pour former, pour accompagner, pour orienter, et à la fin, vous prenez une décision fixe. D'accord? Je pense que tout se résume à ça. Il y a autant d'inconvénients que d'avantages à déléguer. Une fois que vous trouvez la bonne personne, vous allez parler avec humour de toutes vos mauvaises expériences, de toutes les mauvaises personnes qui sont passées sur cette activité ou sur ce travail-là. D'accord? Il y a autant d'avantages que d'inconvénients. D'accord? Ça nécessite de la pédagogie. Ça nécessite de la patience. OK? Mais même avant tout ça, à votre niveau, essayez d'abord de déterminer ce que vous attendez, le minimum que vous attendez de la personne que vous voulez recruter. Son profil, par exemple, ou son diplôme, pour jauger son niveau d'expérience, par exemple, ses années d'expérience, où est-ce qu'il a pu travailler, son portfolio, si c'est quelque chose de visuel. Donc, c'est à vous de déterminer quels sont les prérequis pour ce recrutement-là. Et si la personne n'atteint pas ça, vous ne le recrutez pas, déjà, pour ne pas fausser complètement la base. Une fois que la personne rentre dans votre écosystème, il faut former et accompagner. Parce que la personne vient avec ce qu'elle sait, son bagage. Et ce n'est pas nécessairement conforme à votre façon à vous de travailler. Donc, à ce niveau-là, il y a un ajustement à faire qui peut prendre des jours, des semaines ou des mois. Pareil pour la question de confiance. On a des entreprises, il faut bien des caissiers, il faut bien des comptables, il faut des financiers, d'accord? Mais on ne va pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, à moins que ce soit des gens de la famille avec qui vous travaillez. Mais si c'est pour recruter quelqu'un, la personne ne vient pas et automatiquement vous lui faites confiance. Donc, il y a nécessairement une phase d'observation et d'analyse.
C'est bon, vous avez répondu Oui. à la question. En attendant, je voudrais rappeler que nous avons envoyé dans le chat un questionnaire. Vous pouvez le remplir. Il y a le lien qui est envoyé dans le chat. Merci. Un autre intervenant en ligne qui souhaiterait prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole pour contribuer à la thématique du jour. Ou soit si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Est-ce que nous avons des questions dans le chat? Non. Vous pouvez, à distance là, je ne vois pas. Comment gérer une situation où la planification est bien définie, mais les personnes autour ne suivent pas ou ne respectent pas les échéances? Est-ce principalement un problème de délégation, de communication ou de leadership? Je vais dire les trois, et même plus. Il y a aussi un problème de suivi. Donc, c'est les 4 problèmes qui se posent. D'accord? Il ne suffit pas de déléguer. Trouver la bonne personne, déléguer la tâche dans les bonnes conditions, c'est la première étape. Ensuite, il faut suivre la personne jusqu'à un certain moment donné que vous définissez, jusqu'à ce que la personne soit prête, en quelque sorte. Maintenant, si dans votre entreprise, vous avez un planning, vous faites une planification collective, vous responsabilisez certaines personnes. D'accord? Et elles ne suivent pas la planification qui est établie. Il faut, c'est là où le problème de communication se pose, il faut pouvoir échanger, savoir ce qui a coincé. Ça peut être un problème de mobilisation des ressources, par exemple, à leur niveau. Jacques-Paul Pierre n'a pas envoyé le document sur lequel moi je vais rebondir. C'est ma faute ou c'est la faute de Jacques-Paul Pierre? C'est la question. Et pour ça, il faut échanger, il faut essayer de comprendre à quel niveau du processus est-ce que ça a coincé. Il faut le savoir pour pouvoir y pallier. D'accord? Maintenant, il faut avoir des échéances au milieu des échéances. Donc, des échéances de suivi. Si dans la planification, une chose doit être faite pour mardi à 15 h, le lundi, en fin de matinée, peut-être qu'il faut checker l'avancement des travaux. Le lundi, avant de fermer et de rentrer, il faut faire un autre check-in, savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce que quelque chose coince? Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? Problème de leadership. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un ensemble de problèmes qui se posent. Donc, une fois que vous déléguez, vous faites le planning, ça ne suffit pas pour les lâcher complètement. Il faut suivre, il faut ajuster, il faut conseiller, il faut orienter jusqu'à ce que le travail soit effectivement fait. Donc, j'espère que ça a répondu à la question de la personne qui l'a posée. Quelle application collaborative ou outil IA est aujourd'hui le plus efficace pour coordonner une équipe et assurer un bon suivi de la planification? Ça va dépendre du contexte. Tout de suite, je vais penser à Notion. C'est un outil qui est complexe, c'est beaucoup plus pour les entreprises à plus 5, 10 personnes, 12 même, voire. Parce que c'est un outil qui est complet, mais aussi complexe, d'accord? Ou alors, pour les très petites entreprises, Google Agenda, tout simplement, que vous partagez. Donc, tout ce qui est réunion, tout ce qui est travail à faire de façon individuelle est bloqué chez chacun. Ça veut dire que si tu vois mon agenda et que j'ai une réunion de 10 h à 12 h, tu ne m'appelles pas pendant ce temps-là. Si tu vois que je dois travailler sur une certaine tâche, un rapport à rendre, etc., ce n'est pas le moment pour venir m'interrompre, par exemple. Donc, un agenda partagé par toute l'équipe, toute la petite équipe, et chacun sait qui fait quoi, qui évolue à tel niveau, etc., etc. Donc, ça permet aux uns et aux autres de se suivre mutuellement. Et ça va beaucoup plus vite au niveau de la communication également. D'accord? Sinon, Teams, tout simplement, on est sur Teams, c'est un outil collaboratif. D'accord? Vous n'avez pas forcément besoin de vous voir pour travailler ensemble. La Covid nous l'a enseigné de la manière forte. Tout le monde s'est adapté. Donc, c'est tout à fait possible de travailler à distance et de faire le maximum de choses en réalité. Donc, je pense à ces 3 outils-là à contextualiser, évidemment. Ça dépend de la taille de votre équipe, ça dépend de vos objectifs et ça dépend de votre méthodologie de travail aussi. Du type d'entreprise aussi, non?
Oui, du type d'entreprise, oui, effectivement. Parce que si c'est une entreprise de production, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de travailler à distance. Merci beaucoup, Madame Quenom. Est-ce que nous avons d'autres questions en ligne ou d'autres mains levées? Non. Je rappelle toutefois qu'il y a un lien dans le chat, un lien de questionnaire. Vous pouvez cliquer sur le lien et répondre aux questions. Nous n'allons pas tarder à clôturer ce troisième rendez-vous du créateur. Plus de questions? Monsieur Assogba, merci de vous présenter et de poser votre question. Moi, c'est Kokou Assogba, promoteur du cabinet Giga Consulting. Monsieur Assogba, vous avez la parole. Ok, merci. Non, bon, il y a une question dans le chat. Quelqu'un demandait là où on peut trouver le livre de Madame Quenom. Ah, d'accord. Ah, c'est sur mon site, c'est disponible sur mon site, www.oliviaquenom.com. Ok. Ou vous pouvez m'écrire directement sur... on va laisser le site dans le chat. Oui, dans le chat. Et vous pouvez consulter. Okay, c'est un livre numérique. Oui. C'est tout pour votre question, Monsieur Assogba. Oui, bon, comme j'ai vu que la question n'était pas répondue, moi j'ai profité pour reposer la question. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Monsieur Trésor. Trivalor. Oui, bonjour Monsieur, prenez la parole s'il vous plaît. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, merci pour la présentation. Ne vous recevons pas très bien, monsieur. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, merci pour la présentation. Je crois que ça peut aller maintenant. Oui, ça peut aller. Oui, en fait, je n'ai pas personnellement de questions, mais comme mon prédécesseur, il y a certaines questions dans le chat que vous n'avez pas répondu. Il y a par exemple quelqu'un qui dit la principale chose qui nous désorganise est la commande inopinée des clients. Et franchement, le client étant roi, difficile même pour nous de les mettre à demain. Tout notre effort pour anticiper est vain. Nous sommes dans la production d'huile de palme. Je n'ai pas bien entendu la question. En fait, la question disait que la difficulté que l'entreprise a, c'est que les clients commandent de façon inopinée et qu'ils ont des difficultés à les reporter à demain. Ce qui fait que toute planification qu'ils font là, c'est vain. Donc, ils sont dans la position de l'huile de palme, quelle disposition ils pourront prendre. Il a une autre préoccupation qui dit, lorsqu'une équipe n'adhère pas à une planification pourtant claire, quelles sont selon vous les principales causes? Est-ce la délégation inefficace, manque d'engagement ou insuffisance de suivi? Et la dernière que je lis, c'est comment gérer une situation où la planification est bien définie, mais les personnes autour ne suivent pas ou ne respectent pas la banque. Je crois que vous avez déjà répondu à ça. Oui, c'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Nous allons prendre le relais. C'est bon? Ok, d'accord. Donc, la planification, la deuxième question, c'était quoi? Les principales causes d'une planification quand tout le monde n'est pas engagé, il me semble. Avant de penser au manque d'engagement, je pense d'abord au manque de communication. C'est censé être une planification collective, de ce que j'ai compris. Ça veut dire que tout le monde doit participer. Déjà, c'est la base. Ensuite, quand vous participez à quelque chose, que vous vous engagez, vous acceptez, c'est difficile de ne pas tenir sa parole parce que vous êtes engagé devant tout le monde. On a demandé, est-ce que telle chose convient à telle ou telle personne? Vous avez dit oui. Donc, à partir de là, une fois que cette base est respectée, il va se poser un problème d'engagement. Et encore une fois, il faut communiquer pour savoir où est-ce que le bas blesse, quel est le souci, où est-ce que ça coince et comment y remédier. Donc, il y a un problème à la fois de manque d'engagement, mais aussi essentiellement de communication. Autant pour mettre en place le planning collectif
que pour comprendre ce qui a fait que le planning en question n'a pas pu être respecté. Avant de trouver des solutions à ce problème, il faut d'abord le comprendre, donc communiquer nécessairement. Il y a quelqu'un qui demande comment les débutants vont adapter cette thématique dans l'entreprise. Comment les débutants Je pense que c'est la même chose pour tous. Les débutants comme les plus expérimentés, c'est exactement la même chose. Et je pense même que pour les débutants, c'est encore plus facile. Parce qu'en général, l'entreprise est plus petite. Il y a moins de personnes à gérer. Donc ça devrait être plus facile encore que dans les grandes entreprises. Y a-t-il une différence entre la procrastination et la gestion du temps? Oui, absolument. Absolument. La gestion du temps est globale. La procrastination est une composante de la gestion du temps. Quand vous procrastinez, c'est que vous reportez quasi systématiquement à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui. D'accord? Il y a de multiples causes à la procrastination. Ça peut être un manque de compréhension, ça peut être une complexité qui vous dépasse peut-être légèrement, ça peut être un besoin ou un manque de légitimité, ça peut arriver. Ça peut être la paresse, tout simplement, ou la fatigue. D'accord? Il y a plusieurs choses qui vous font procrastiner. Quand ça devient chronique et que véritablement ça vous empêche carrément d'atteindre vos objectifs, là, il faut comprendre d'où est-ce que le problème vient et surtout trouver une solution. D'accord? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui procrastinent parce qu'ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Et quand on leur demande, ils disent que c'est pour s'évader, parce que l'entrepreneuriat, c'est le cardio. Comme on a l'habitude de le dire entre nous, c'est difficile. D'accord? C'est difficile, c'est risqué. Donc, le stress est quasi permanent. Donc, ils ont tendance à aller sur les réseaux sociaux pour se vider la tête, pour décompresser. D'accord? C'est ce qui revient le plus. Mais, quand vous remarquez dans votre temps d'écran, aujourd'hui, tous les téléphones ont les paramètres temps d'écran, donc vous pouvez voir par jour combien d'heures, combien de temps vous avez passé sur quelle application. Quand à la fin de la journée, vous vous rendez compte que sur TikTok, vous avez passé 5 heures de votre journée, je pense que ça pose question. On n'a que 24 heures. Si vous enlevez déjà 5 heures, je pense que là, il faut se poser les bonnes questions. Vous voyez? Donc, il faut aller à la source et comprendre pourquoi vous procrastinez pour pouvoir trouver le bon moyen de mettre en œuvre la solution adéquate en fait, pour sortir de ce cercle vicieux-là. J'ai envie de revenir sur une question qui avait été laissée dans le chat. La principale chose qui nous désorganise est la commande inopinée des clients. Et le client étant roi, c'est difficile pour nous-mêmes de les mettre à demain. Tout effort pour anticiper est vain. Nous sommes dans la production d'huile palmiste. Donc, tout à l'heure, je parlais des entreprises qui sont dans la production. Okay. D'accord. Alors, les remettre à demain, alors ça, c'est la pire solution. Une entreprise est censée gagner de l'argent quand le client a déjà fait l'effort de venir vers vous. Il n'est pas question de le faire attendre. Vraiment, le client est roi dans ce sens-là, effectivement. Ce que vous pouvez faire, j'ai parlé tout à l'heure des marges d'imprévus. Ce que vous pouvez faire, au lieu de 80%, vous descendez jusqu'à 50%. D'accord? Parce que vous savez que des clients vont venir de façon inopinée et que forcément, ça va impacter la planification que vous avez faite. Donc, faites une planification qui est en accord avec cette réalité-là de votre entreprise. Vous savez que vous ne pouvez pas boucler une journée entière sans qu'une vente vienne vous perturber, en très gros guillemets, parce que la vente n'est pas censée venir vous perturber, d'accord? Mais vous planifiez en fonction de cette réalité-là. Donc, vous ne pouvez pas planifier de travailler de 7h à 20h sans aucune plage horaire pour la vente qui va venir ou les ventes qui vont venir. Vous savez que ça va venir. En tout cas, vous espérez que ça vienne. Donc, laissez du temps pour ça. De sorte que même si ça vient et que ça vous prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est prévu dans la journée. C'est toujours mieux de ne rien prévoir dans ce sens-là et que ça désorganise tout le reste. Donc, vous faites une planification à la moitié de la journée. Si vous travaillez pendant 8 heures, donc par exemple de 10 heures à 18 heures, vous planifiez des tâches, je donne un exemple, pour 2, 3, 4 heures, en fonction du temps que vous estimez que les ventes vous prennent de façon générale ou de façon moyenne, on va dire. Vous l'avez déjà fait des dizaines, des centaines de fois, vous savez à peu près combien de temps ça vous prend. Vous déduisez ça de votre planification.
Donc, si vous travaillez pendant 8 heures, vous ne planifiez pas pendant 8 heures. Vous planifiez 8 heures moins le temps que les ventes vous prennent en général. Donc, si ça vous prend 4 heures, vous planifiez en réalité un travail de 4 heures pour chaque jour. Vous voyez un peu? De 4 heures. Les 4 autres heures, les ventes vont venir boucher ça. Si ça ne vient pas, vous passez à la tâche suivante. Tout simplement. Donc, vous planifiez juste en fonction de votre réalité, de la réalité de votre entreprise. Tout à fait. Et c'est pareil aussi pour tout ce que j'ai donné. Vous adaptez, vous contextualisez nécessairement. Eh bien, j'espère que nous avons répondu à toutes les préoccupations, aussi bien dans le chat. Nous n'avons plus de main levée. Nous allons donc clôturer ce rendez-vous. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, nous arrivons au thème de ce troisième rendez-vous. Je rappelle la gestion efficace du temps de l'entrepreneur. Vous avez maintenant les clés pour arrêter de subir votre emploi du temps et commencer à le piloter. N'attendez pas le moment parfait pour vous organiser. Le moment parfait, c'est celui où vous décidez d'être maître